Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le premier principe de la thermodynamique. Commençons par d'abord définir l'énergie totale d'un système. Donc on a vu jusqu'à maintenant, nous, par exemple, étudions ce système qui est un verre d'eau. Donc si ce système se déplace, on aura des énergies, énergie cinétique, énergie potentielle, et tout ça représentera l'énergie mécanique. Ça, c'est une énergie macroscopique. Alors existe-t-il d'autres formes d'énergie lorsque mon verre est comme ça? Alors effectivement, regardons ici à l'intérieur de mon verre. Ici, on va avoir à l'intérieur du verre, on peut voir qu'on a des molécules d'eau qui sont agitées. Cette agitation crée évidemment une énergie cinétique. Il y a aussi des énergies potentielles. Donc ça, c'est l'énergie liée à l'agitation thermique. Ensuite, on a les molécules, les atomes qui sont liés dans les molécules, donc liés par quoi? Par des forces, et ces forces entraînent une énergie liée aux liaisons chimiques. Et si on va encore plus loin à l'intérieur, on voit qu'à l'intérieur de chaque atome, il y a le noyau, et à l'intérieur du noyau, il y a aussi des forces, donc une énergie nucléaire. Tout ça constitue l'énergie interne d'un système. Donc l'énergie totale d'un système, c'est son énergie mécanique et son énergie interne. Alors si le système est au repos, c'est-à-dire s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'énergie, on étudiera d'habitude particulièrement plutôt une variation d'énergie. Donc s'il n'y a pas de variation d'énergie macroscopique, on dira que la variation d'énergie totale, c'est la variation d'énergie interne. Premier principe de la thermodynamique. Donc reprenons notre verre. Notre verre, si on le déplace, la variation d'énergie totale sera due à une variation d'énergie mécanique, puisque là on a une force qui agit sur le verre. Due à quoi? Donc au travail de cette force. Si maintenant on remue ici, alors il n'y a plus de déplacement, mais on a agitation, là on va faire varier l'énergie interne. Si maintenant on chauffe le verre, on va amener de l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle un transfert thermique. Par convention, les travaux et les transferts thermiques, qu'on appelle aussi souvent chaleur, sont comptés positivement si le système gagne de l'énergie et seront comptés négativement si le système perd de l'énergie. Si le système est au repos, c'est-à-dire s'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, à ce moment-là, la variation d'énergie interne sera due seulement aux travaux de force, comme par exemple mon petit bâtonnet là, ou alors un transfert thermique. Donc reprenons maintenant notre verre ici, on agite notre verre, ou alors on communique de la chaleur, un transfert thermique, on fait augmenter la température. Alors, on peut dire que cette variation de température sera reliée à la variation d'énergie interne par la relation ΔU égale ce transfert thermique, puisque ici on n'a pas de travaux de force, et sera reliée par la relation C delta T, C étant là ce qu'on appelle la capacité thermique. La capacité thermique, c'est la quantité d'énergie qu'il faut transmettre à ce système pour l'élever d'1 degré Kelvin. Alors on pourra aussi vous donner la capacité thermique massique, donc en général, souvent pour l'eau d'ailleurs, pour donner en fonction de la masse. Parlons maintenant des transferts thermiques. Alors ils ont lieu entre deux milieux, évidemment de températures différentes, et comme vous le savez depuis bien longtemps, entre le corps chaud et le corps froid. Regardons par exemple le transfert à travers une paroi, par exemple, qui pourrait être une fenêtre ou quelque chose. Donc on peut l'étudier de façon quantitative, c'est-à-dire savoir combien il y a eu de transfert thermique. Et pour faire ça, on va étudier ce qu'on appelle le flux thermique. Le flux thermique, c'est la quantité de transfert thermique, le transfert thermique par unité de temps. Alors, il dépend de quoi? Alors, déjà, son unité, c'est comme c'est une quantité d'énergie par unité de temps, c'est des joules par seconde. Et puis, rappelez-vous, les joules par seconde, ce sont des watts. Donc, ça peut être aussi appelé puissance thermique.
Donc le flux phi dépend de quoi? On le voit ici, hein, il va déjà dépendre de la variation de température. Hein. Si vous avez une grande variation de température, forcément, il y aura plus de transfert. Ça va dépendre aussi de la surface hein, en regard par rapport à la surface de contact. Ça va dépendre évidemment de l'épaisseur de votre paroi. Et puis, ça va dépendre de la nature de la paroi. Lambda, c'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Ça dépend si vous mettez de l'isolant, du verre ou du béton ou quoi que ce soit, le lambda sera différent. Alors, on peut faire une analogie avec l'électricité. L'électricité, c'est un transfert de charge. Rappelez-vous, on nomme I, c'est le courant, donc c'est ce qui circule. C'est une quantité de charge par unité de temps. Et on avait défini la loi d'Ohm, qui donne la différence de potentiel, de niveau, si vous voulez, qui est reliée à l'intensité par la relation U égale RI. Et on peut faire la même chose avec la thermodynamique. Ce sont des transferts de chaleur, transferts thermiques. Le flux, c'est l'équivalent du courant, c'est le transfert thermique par unité de temps. Et on peut avoir aussi une relation du type loi d'Ohm, mais qui nous dit que la variation de température sera reliée au flux par delta T égale RTH fois phi, et RTH, ce sera donc la résistance thermique. Donc, rappelez-vous, on avait dit que le flux, c'était lambda S sur E delta T. Donc, on va pouvoir définir RTH. Et RTH, ce sera donc E sur lambda S. Donc, ça dépend. La résistance, évidemment, va dépendre des mêmes paramètres que tout à l'heure, c'est-à-dire de l'épaisseur, de la surface et du matériau. Alors, la résistance, c'est la variation de température sur le flux. Si la variation de température est constante, hein, plus la résistance sera grande, plus le flux sera petit et donc plus la paroi sera isolante. Si vous avez un certain nombre de parois l'une contre l'autre, hein, c'est possible quand vous faites une maison par exemple, hein, vous allez mettre du béton, ou de la brique ou de l'isolant, etc., etc. Et pour avoir la résistance totale, vous ferez la somme des résistances. Regardons maintenant les transferts thermiques. La conduction est un mode de transfert thermique. Alors regardons comment ça fonctionne. Elle a lieu principalement dans les corps à l'état solide. Alors que se passe-t-il dans le pic métallique? Lorsqu'une extrémité du pic est placée en contact de la source chaude, sa température n'est plus homogène. L'énergie cinétique microscopique des particules qui constituent le pic devient plus importante dans la partie chaude que dans la partie froide. Par collision, les particules de la partie chaude augmentent de proche en proche l'agitation thermique de celle de la partie froide. Il y a alors élévation progressive de la température des parties froides du pic. Ce mode de transfert thermique a lieu sans déplacement de matière. La convection, maintenant. Donc, c'est un mode de transfert thermique. Elle se produit dans un fluide ou dans un corps à l'état liquide ou à l'état gazeux. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, regardons de plus près. Si sa température n'est pas homogène, l'air chaud moins dense que l'air froid, à cause du phénomène de dilatation, s'élève. Il est alors remplacé par de l'air froid qui, lui, s'échauffe à son tour. À l'inverse de la conduction, ce mode de transfert thermique correspond à un déplacement macroscopique de matière. Et le dernier transfert thermique, maintenant, le rayonnement est un transfert thermique. Tout corps, en raison de sa température, émet des rayons thermiques. Le rayonnement émis par le soleil les rayonnements sont en partie absorbés par la peau. Ces rayonnements absorbés augmentent l'agitation thermique, la température de la peau s'élève, puis là, voilà, vous devenez rouge. Hein. Alors, contrairement à la conduction et à la convection, ce mode de transfert thermique ne nécessite pas de milieu matériel, car les ondes électromagnétiques peuvent se déplacer dans le vide. L'absorption ou l'émission de rayonnement modifie l'agitation thermique, et ce phénomène est utilisé, par exemple, dans les panneaux solaires. Que faut-il retenir? Alors déjà, le premier principe de la thermodynamique qui dit que l'énergie interne est composée d'énergie cinétique microscopique et d'énergie potentielle microscopique. L'énergie totale d'un système, c'est l'énergie mécanique, cinétique et de pesanteur, plus de l'énergie interne, et que la variation d'énergie interne est égale à la variation
d'énergie totale si le système est au repos. Et le premier principe, c'est dit que la variation d'énergie interne est due soit au travail de force, soit à un transfert thermique. Lorsqu'on a affaire à un système incompressible, la variation d'énergie interne est due seulement à des transferts thermiques. Donc à ce moment-là, les transferts thermiques peuvent être Q égale C delta T, donc avec C la capacité thermique, et on parle aussi de capacité thermique massique. Donc ensuite on a le flux thermique, on a défini le flux thermique comme étant le transfert thermique par unité de temps, et donc il est égal à la variation de température sur la résistance thermique. Et puis la résistance thermique, on peut savoir que c'est E égale lambda sur S, mais ça c'est pas obligatoire, ce sera donné. Les modes de transfert thermique, on les a décrits. On a la conduction, donc dans un métal, dans un solide généralement, ou dans un fluide, où il y a progressivement déplacement de l'agitation des molécules. La convection, là dans un fluide, où il y a déplacement de matière, et le rayonnement, ce sont des rayonnements de type électromagnétique. Merci de votre attention et à bientôt.